De CNews, on va faire le point d'abord sur le déroulé des faits et sur l'enquête avec Sandra Tchiombo. C'est une scène d'une rare violence qui s'est déroulée ce vendredi en pleine rue à Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne. Il est 20 h quand une dispute éclate entre deux hommes situés près de la mairie. Selon Philippe Gaudin, le maire de la ville, les deux personnes se connaissaient. Il y a eu une altercation entre deux personnes. Évidemment, il y a une personne qui est décédée et l'autre personne a pu être appréhendée très rapidement. Ces deux personnes discutaient, se sont rapprochées, discutaient et puis évidemment le ton est monté. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, je ne sais pas. Grièvement blessée par arme blanche, la victime a réussi à trouver refuge dans un hall d'immeuble avant de succomber à ses blessures. La police dénonce une augmentation des violences de rue et demande une réponse forte des autorités. Il ne se passe pas quelques jours sans qu'on ait ce type de violence avec armes et de façon répétée. Donc ça devient compliqué. On le dit, on le répète. La seule chose qui pourra éventuellement décourager certains individus de procéder de la sorte, c'est tout simplement une réponse pénale à la hauteur. Le suspect interpellé ce samedi était en état d'alcoolémie et probablement sans domicile fixe, selon nos confrères de Valeurs Actuelles. Une enquête du chef d'homicide volontaire a été ouverte par le parquet de Créteil. Selon l'AFP, donc l'auteur présumé des faits est de nationalité afghane. Thierry Mariani, hier déjà avec vous, justement, on parlait de cela et vous nous expliquiez qu'il allait y avoir de plus en plus d'Afghans qui allaient arriver en France. Redites-nous pourquoi. Je faisais simplement remarquer qu'il y a quelques jours, M. Blinken, le ministre des Affaires étrangères américain, c'est-à-dire le secrétaire d'État américain, était au Kosovo et son tweet était très intéressant, puisqu'à la fin, il remerciait le Kosovo pour avoir accueilli les réfugiés afghans. C'est-à-dire qu'il faut bien que les Français comprennent la chose suivante. Les Américains sont par moments plus intelligents que nous quand ils accueillent des réfugiés. C'est-à-dire que d'abord, ils les font transiter par un pays. Ils prennent sur leur sol les réfugiés qui remplissent les conditions. Et si vous permettez, ils laissent ceux qui ne remplissent aucune condition sur le pays d'accueil. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, au Kosovo, vous avez toute une série d'Afghans dont certains vont partir aux États-Unis puisqu'ils vont être reconnus comme réfugiés, et d'autres qui vont rester au Kosovo. Et puis-je vous rappeler que l'Union européenne est en train de discuter en ce moment de la suppression des visas pour les ressortissants du Kosovo. Donc je fais simplement remarquer que par le biais de ce choix des Américains et l'acceptation du Kosovo de les accueillir sur leur territoire, eh bien, tous ceux qui seront déboutés du droit d'asile aux États-Unis, on sait très bien qu'ils pourront rapidement venir dans le reste de l'Europe, et notamment en France. On a vu, Jeannette Bougrabe, les images du lieu de l'agression. Alors on voit évidemment certaines personnes qui sont choquées, il y a une flaque de sang au sol, et puis malheureusement presque des personnes qui continuent, qui vont attendre le bus, qui semblent presque habituées à ces scènes dans une rue. Vous savez très bien qu'il y a ces espèces de zones de non-droit, en fait, où en réalité vous voyez des gens extrêmement alcoolisés, des polytoxicomanes, et qui sont en pleine rue, et que quand vous êtes dans des quartiers populaires très modestes, vous n'avez pas le choix vous vivez là. Et donc, quand vous avez de la chance, vous avez des stratégies d'évitement, c'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire de s'extraire de cela pour éviter de finir poignardé par un craqueur ou un polytoxicomane. La question est celle-ci, c'est-à-dire qu'il y a des zones de non-droit où effectivement la police est totalement impuissante et que des gens agressent gratuitement. Cela, c'est le désengagement c'est des zones de non-droit, le désengagement de l'État, des services publics. Et on a vu des enfants, on a vu une maman. On voit aussi des enfants qui passent juste à côté. Il y a des quartiers dans Paris, on parle souvent de Stalingrad, on parle parfois il y a Château-Rouge. Il faut voir, et comment on peut accepter, même au cœur de Paris, d'avoir ces situations-là. Donc, moi, je suis en colère et je peux comprendre que des gens se détournent en réalité, par exemple, des élections d'abstention, parce qu'ils se disent mais que font les politiques, que font les exécutifs locaux, que font pour arrêter ça? On est en ligne avec François Pupponi, ancien député du Val d'Oise. Bonsoir François Pupponi et merci d'être avec nous. D'abord, je voulais avoir une réaction de votre part à ce qui s'est passé hier, à la fois effectivement ce qu'on disait avec Jeannette Bougrabe, ces habitants du quartier qui semblent presque habitués à voir ces images, que ça ne semble même presque pas étonné. Bon, c'est leur quotidien, des risques, des bagarres, des gens qui prennent des coups de couteau, des rodéos urbains, c'est leur vie quotidienne.
Donc il y a deux réactions par rapport à ça. D'abord, ils s'habituent, ce qui est terrible, c'est-à-dire qu'avant on vit avec et donc on fait avec. Et puis deuxièmement, les gens ont peur parce qu'ils ne veulent pas se mêler de ce qui se passe, parce qu'ils ne savent pas si demain ils ne seront pas eux-mêmes la victime parce qu'ils s'en sont mêlés. Donc c'est l'indifférence, la peur, l'habitude, et comme c'est leur quotidien, ils acceptent l'inacceptable. On a entendu dans le sujet qu'on a diffusé au début de cette partie un syndicaliste policier demander des mesures, des sanctions plus fortes. Mais est-ce qu'il ne faut pas quelque chose de plus structurel? C'est-à-dire qu'en fait, il faut s'attaquer, et on le dit depuis des années, au trafic aussi qui gangrène ces quartiers. Ce n'est pas un incident comme ça qui est totalement indépendant du reste. Écoutez, moi j'ai toujours considéré que quelque part notre pays se satisfaisait de ce qui se passait. On a laissé les trafics se développer dans ces quartiers, ça a permis de calmer les choses, il y a une économie parallèle qui s'est mise en place, et vous savez, des jeunes qui se font tuer en banlieue, ça arrive régulièrement, et ça fait rarement la une des journaux. Voilà, donc on a laissé faire. Voilà, je pense qu'on a tous une part de responsabilité collective, on a laissé faire. Maintenant, comment arrêter ces trafics? Là, c'est des moyens qui sont inimaginables à mettre en place, parce que c'est gangréné de partout, et donc il faut une volonté politique exceptionnelle, et ensuite des moyens hors normes à mettre en place partout. Et il ne faut rien lâcher, parce que toutes les nouvelles générations qui arrivent basculent dans ces trafics-là, parce que c'est une manière facile de gagner de l'argent, et ces zones sont effectivement, comme l'a dit Janet Bois avant, des zones de non-droit. Donc les gens se sont accaparés, en particulier les voyous se sont accaparés ces territoires, et ils en font ce qu'ils en veulent. Voilà. J'espère que ça ne soit pas trop tard. Voilà, j'ai bon espoir, on doit pouvoir y arriver, mais j'espère que ça ne soit pas trop tard. Il y a la question des trafiquants, mais il y a aussi des consommateurs. Le problème, c'est là, ça doit être quelqu'un qui est apparemment totalement alcoolisé, qui est peut-être polytoxicomane, etc. Qui a été hospitalisé sous contrainte, d'ailleurs. Et donc, du coup, moi, je l'avais vu, j'avais été candidate dans le 18e, donc il y avait les craqueurs qui à un moment, mais ils ne font pas, ils peuvent être d'une violence, mais incroyable. Ils sont capables il y avait une agression où ils avaient, dans un hall d'immeuble, massacré une petite vieille dame pour leur sac à main, mais de toute façon, le crack, c'est des séquelles neurologiques irréversibles. Vous avez des gens qui sont dans des parcours de toxicomanie qui sont tels, qui sont des dangers, des troubles à l'ordre public. Il faut lutter évidemment avec une grande fermeté contre les trafics. Un caillou de crack, ça doit être 2 ou 3 euros, donc c'est pas très cher. Et en même temps, il faut s'occuper, et pour des raisons d'ordre public, de ceux qui peuvent commettre le pire sous l'emprise de stupéfiants. Voilà. Vous savez, moi, j'habite toujours à Sarcelles. Je rentre tous les soirs en passant porte de la Chapelle ou porte d'Aubervilliers. Il y a des soirs où, je le dis, c'est pas bien, mais je m'arrête plus au feu rouge, parce que ils sont tous au feu rouge, porte d'Aubervilliers ou porte de la Chapelle. Ils tapent à la fenêtre, et je peux vous dire que, je ne suis pas quelqu'un qui est traditionnellement peur, mais ce sont des êtres humains qui sont des zombies, en fait. C'est ça que les gens ne se rendent pas compte de ça, parce qu'il faut aller. Quand vous rentrez en banlieue nord tous les soirs, je peux vous dire que vous vous en rendez compte. Et ce sont des zombies qui errent comme ça au milieu des voitures, qui tapent aux fenêtres, qui peuvent être dangereux ou pas, parfois certains. Mais effectivement, le deuxième sujet, au-delà de lutter contre le trafic, c'est effectivement une prise en charge sanitaire et sociale de ces toxicomanes, qui aujourd'hui délégués à des associations qui font ce qu'elles peuvent, mais qui malheureusement n'ont pas les moyens de lutter contre cette situation qui est humainement catastrophique. Sans parler de... Moi, j'ai visité la colonne du crack, sans parler de jeunes filles de 18 ans qui se prostituent pour une dose et qui se prostituent plusieurs fois dans la journée. Enfin, c'est sordide. Tout ça en pleine journée, au vu au-dessus de tout le monde. Et François Pupponi, on entendra dans un instant aussi le maire de Villeneuve-Saint-Georges qui pousse un peu un cri d'alarme, un cri de lassitude, où il explique que l'État a enlevé trop de moyens aux maires, qu'aujourd'hui les maires se retrouvent à devoir gérer des situations qui les dépassent totalement. Vous comprenez aussi la colère de ces élus? Vous-même, vous avez été député quelque part. Sincèrement, j'ai un peu de mal. Voilà. Si on continue à dire les élus locaux, c'est de la faute à l'État est méchant, et si l'État dit oui mais les élus font pas leur job, on n'y arrivera jamais. Ça a à peu près marché dans certains territoires pendant 20 ou 30 ans lorsque l'élu local travaillait main dans la main avec le commissaire de police et avec le préfet. Si le couple si les trois ensemble ne travaillent pas ensemble, on ne peut pas y arriver. Ce qui me gêne un peu dans la situation actuelle, il y a des nouveaux élus qui arrivent, et dès qu'il y a un problème, l'élu local dit oui mais c'est le maire qui n'a pas donné les moyens, le ministre de l'Intérieur dit oui mais les élus font, on l'a vu l'autre jour à Lyon, les élus ne font pas ce qu'il faut, et puis le préfet, il est entre les deux, il fait un balle au centre. Bon, ça c'est pas acceptable.
insupportable. Voilà. Il y a un moment, on ne pourra y arriver que si les institutions républicaines, chacune avec leurs compétences, relèvent la manche et travaillent ensemble. Il y a les fameux contrats locaux de prévention qu'on a tous un peu oubliés parce qu'on est tombé dans la routine, mais c'est des structures indispensables pour travailler en commun parce que chacun a sa responsabilité, chacun a son pouvoir. Mais cette espèce de guéguerre entre les élus locaux et l'État, elle est juste contre-productive, catastrophique, et elle est un peu insupportable. Juste pour, je ne veux pas du tout accaparer, mais pour avoir eu cette expérience, et puis on vient de m'écrire, donc je crois que ce sont les habitants du quartier qui ont arrêté le meurtrier, en l'occurrence, dans cette affaire-là. C'est que les habitants ne s'habituent pas. Moi, je voyais des parents qui étaient désespérés quand vous aviez un point de deal en bas de chez vous et que vous ne savez pas si vous avez un enfant de 13-14 ans, que vous ne pouvez pas toujours être derrière lui et qu'en gros, on va lui proposer 100 € pour faire le guetteur ou 100 €, des parents désespérés, mais on ne s'habitue pas à ça. C'est des gens qui, la plupart du temps, veulent que leurs enfants s'en sortent. Mais comment faire quand l'État est absent, quand les policiers ne peuvent rien faire? Et de toute façon, moi je le voyais bien, quand il y avait le trafic de crack, les policiers passaient devant, c'était terrible, enfin je ne devrais pas le dire, mais on mettait une contravention, mais comme ce n'était pas le boulot, c'était pas les stupes, et ben il ne se passait rien. Donc il y a ce sentiment d'abandon quand même. Voilà. François Pupponi, évidemment, on le disait, régler ces problèmes, ça demande beaucoup de moyens, mais est-ce qu'il y a quand même la volonté politique, selon vous, de se dire maintenant, ces quartiers, ces villes-là, il faut les récupérer et ça va passer par une réflexion qui touche tous les domaines, le trafic, l'urbanisme, etc. Alors, sur l'urbanisme, le travail est fait. J'ai été président de l'ANRU, on a investi des dizaines de milliards d'euros depuis 2007, et sincèrement, le travail est fait. Ces quartiers ne sont plus les mêmes. La réhabilitation, l'urbanisme a été pris en compte. Ce qui n'a pas été pris en compte, c'est que parallèlement à ce travail sur l'urbain, on n'a pas mis en place une vraie politique de sécurité pour ces territoires. Voilà. Ça, c'est le gros loup. Et on n'a pas mis en place une politique de sécurité pour ces territoires, et on n'a pas mis en place une politique d'attribution de logements efficace pour ces territoires. C'est-à-dire qu'on a continué à envoyer les plus pauvres dans ces quartiers. Voilà. Donc on a tout rénové, on a fait ça plutôt bien et intelligemment, et malheureusement, on continue à ghettoiser le ghetto et la sécurité ne suit pas. Donc s'il n'y a pas une politique qui allie les trois aspects, la rénovation urbaine, mais c'est fait, et ça continue, l'attribution de logements pour éviter la ghettoisation et assurer un peu de mixité. Et troisièmement, une politique de sécurité, parce que vous ne ferez jamais de mixité sociale dans ces quartiers si les classes moyennes que vous voulez y loger n'ont pas de sécurité pour eux ou pour leurs enfants. Donc tout est lié. Et malheureusement, notre pays n'arrive pas à conjuguer en même temps ces trois politiques. Là, pour le coup, c'est un manque de volonté politique. Ça arrange tout le monde de mettre les pauvres toujours dans les mêmes quartiers. Puis c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on devient délinquant, c'est ça. Non, je ne dis pas ça. Il n'y ait pas d'ambiguïté. Non, mais dans ces quartiers, on pourrait y arriver si effectivement on y attribue des logements à des gens qui travaillent. Voilà. Et quand les gens n'ont pas de travail, je ne dis pas qu'ils sont beaux, mais ils peuvent plus facilement basculer dans certains trafics. Bien entendu qu'il n'est pas question pour moi de stigmatiser les populations en fragilité. Mais ils sont plus facilement, les enfants en particulier, captifs par rapport au trafic que d'autres. Voilà. Et donc il faut de la mixité pour éviter, mais par contre, il y aura toujours de la délinquance parce que la délinquance existe. Et s'il n'y a pas parallèlement à ça une politique de sécurité, on n'y arrivera pas. Donc on ghettoise le ghetto, on n'assure pas la sécurité, et après on s'étonne qu'il y ait à la fois des trafics et qu'à la fois les réseaux liés à l'islam radical s'y implantent. Non, c'était logique que quand on... Juste pardonnez-moi, c'est que Régis Le Sommier, après on va vous libérer. Toutes mes excuses pour accabler, c'est que pour avoir connaître bien les sujets, c'est que on dit le problème, c'est que les familles veulent de la discipline. Les parents, la plupart du temps de familles maghrébines, ne veulent pas que leurs enfants. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a laissé, et c'est le grand drame, aux imams le soin de faire aux associations religieuses le soin de faire de l'aide aux devoirs, les études. En gros, c'était soit tomber dans le deal, soit effectivement aller à l'école coranique, où au moins les parents disaient ils vont pas faire de bêtises, ils vont comme ça faire leurs devoirs, etc. Il y avait l'idée que quelque part, et certains élus l'ont fait, c'est-à-dire on met le quartier, on se dit que l'imam va régler les problèmes de sécurité, et on le sait très bien, pour ne pas citer certaines villes, je n'ai pas envie de le faire, et on se souvient qu'au moment des émeutes dans les banlieues, on a fait appel aux imams. Voilà. Et donc c'est terrible parce que les familles ne veulent pas que leurs enfants tombent dans les trafics, donc ils se disent la religion vont les mettre parce que l'école n'est pas nécessairement présente. Voilà. Alors là, je dois en témoigner. Les réseaux liés à l'islam radical ont très bien compris cela. Et donc ils proposent aux familles du soutien scolaire,
de très haute qualité, de très bonne qualité, lié bien entendu à l'apprentissage aussi du Coran et de la langue arabe, mais il y a aussi les maths, il y a l'anglais, il y a le français, il y a tout le niveau, et ça se passe très bien, et ils sont très compétents, et ils s'occupent de familles dont les communes ne s'occupent plus, parce que les communes, elles s'occupent souvent des familles les plus défavorisées, elles proposent du soutien scolaire dans les maisons de quartier, etc. Mais les familles des classes moyennes, ces familles de travailleurs, eux, on s'en occupe pas trop parce qu'on dit ils ont les moyens, donc ils se débrouillent. Et bien là, les réseaux liés à l'islam radical proposent à ces familles-là de l'encadrement et du soutien. Et ça marche. Et pas que les familles musulmanes d'ailleurs. Et ça marche. Et donc effectivement, ces réseaux-là ont comblé un manque des institutions républicaines. Et c'est une réalité. Et ils occupent, mais moi je peux en témoigner, très très bien le terrain. Alors effectivement, nous on avait parfois des délinquants qu'on n'arrivait pas à gérer. Et ben, lorsqu'il était pris en main par l'imam, en 6 mois, il posait moins de problèmes. Alors je ne dis pas que tout était réglé, parce qu'après il pouvait l'utiliser autrement. Mais oui, et donc les familles, elles voient bien qui est là pour s'occuper des problèmes et qui n'est pas là. Et on arrive à la situation d'aujourd'hui, donc à la fois des trafics, des réseaux, et la République qui recule. Régis Le Sommier aussi, voulez vous interroger? Non, en fait, moi ce que je voudrais, en parallèle à ça, revenir un peu sur le sujet qui nous concerne, en tout cas sur cette agression, et puisque l'individu est d'origine afghane, je voudrais quand même aussi parler de ce qu'on appelle, moi ce que j'appelle le bout de la route. C'est-à-dire qu'en fait, depuis, c'est pas nouveau, hein, je rappelle qu'il y a presque un an, les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan et que à la suite de cette prise de pouvoir, il y a eu un flot d'Afghans, un nouveau flot de migration afghane vers l'Occident essentiellement, vers l'Inde, vers le Pakistan et vers l'Iran également. Mais si vous voulez, on retrouve en fait, moi je connais bien l'Afghanistan et j'ai beaucoup discuté avec des Afghans qui voulaient venir en Europe et en fait je me suis rendu compte d'une chose, c'est que ils veulent pas, certains nous disent oui j'aimerais bien venir en France, mais en réalité c'est en Angleterre qu'ils veulent aller. Leur situation quand ils atterrissent en France ou en Allemagne par exemple, pour eux est juste transitoire parce que l'objectif c'est l'Angleterre. Et j'ai même rencontré là-bas un jeune Afghan qui avait appris le français parce qu'il est resté 2 ans à errer à Calais. Il a appris le français et finalement il s'est résigné, il est retourné en Afghanistan. Ce que je veux dire, c'est quand je dis le bout de la route, pourquoi? Parce que ne pouvant pas aller en Angleterre, bien souvent, ils restent sur notre territoire en errance comme ça et ils se retrouvent évidemment dans des lieux où eh bien, il y a de la drogue. On a vu des cas de migrants clandestins qui tombaient dans la drogue, dans la dépendance, parce qu'ils cohabitaient justement